Bonjour, ici Clément Tricot, vous écoutez un nouvel épisode de La Ville en Pratique, le podcast sur l'architecture et les villes, notamment à Taïwan, bien évidemment. Alors aujourd'hui, c'est l'heure d'une petite revue de presse sur ce qu'il s'est fait, ce qu'il s'est écrit, ce qu'il s'est raconté sur l'architecture et les villes à Taïwan. On va commencer d'abord par un article qui va parler de la place des enfants dans les villes et comment on peut réfléchir à leur place dans nos grands centres urbains, notamment à travers une exposition. Les enfants sont souvent les grands oubliés, justement. On a aussi Théamag, la référence en architecture à Taïwan. Et bien, ce magazine s'intéresse cette fois-ci aux villes australiennes pour voir un petit peu comment ça se fait ailleurs. On a Taiwan Architect, autre référence dans l'architecture, qui s'intéresse à comment l'IA, l'intelligence artificielle, peut changer les pratiques. On va aussi parler de plusieurs questions. Quand est-ce que le calvaire des piétons prendra-t-il fin à Taïwan ? C'est un gros sujet de débat sur la place et la sécurité des piétons dans cette ville qui revient régulièrement. On a ensuite un couple qui a dénoncé le marché noir de la location immobilière à Taïwan, un sujet très très important. Et puis en fait, on évoquera le pont de Danjiang. Nous vous en avons parlé. Le pont n'est pas encore ouvert, il y a déjà une polémique sur les réseaux sociaux. Effectivement, la largeur des voies dédiées aux scooters est trop courte. Et c'est un gros débat puisqu'à Taïwan, on se déplace souvent en scooter. On va commencer donc avec cet article de The Horizon Place. Jeux libres lors d'une exposition pour enfants, l'expérience de jeux réels dite de la grand-mère tigre, on a la tante tigre et de ses amis, observation et réflexion d'une thérapeute par le jeu. Alors, il y a une exposition immersive en ce moment qui fait référence à un conte taïwanais, qui est l'histoire qui tourne autour d'un esprit tigre sur la montagne qui se transforme en vieille femme et qui enlève des enfants et les dévore pour satisfaire son appétit. Et bien là, c'est totalement différent. C'est la fondation Fubon du Musée national des sciences et des technologies qui accompagne comme ça une exposition pour les enfants. Ça s'est fait au cours... ça dure jusqu'à la... de mi-juin, enfin ça a duré l'année dernière, et jusqu'en octobre. Alors derrière ça, il y avait l'équipe de Beyond Games qui avait été invitée à rejoindre l'équipe de l'exposition et qui avait animé des jeux dans le parc au sein de l'espace d'exposition pour insuffler aux enfants une joie immense. Et pendant 120 jours, il y a eu des questions, des réflexions autour de cette exposition sur comment on peut avoir un impact positif sur les enfants, notamment dans la question des villes et donc de l'architecture à travers les jeux, les espaces qui leur sont dédiés et les espaces pour que les enfants puissent s'exprimer. Et c'est très très intéressant de se poser cette question puisqu'effectivement c'est une tendance en architecture de se demander un petit peu quelle place peuvent avoir les enfants, à Taïwan aussi, même si la population ne fait de moins en moins d'enfants, la taille des ménages baisse drastiquement. Et en tout cas, il y a une vraie réflexion sur la place des enfants et comment les enfants peuvent avoir un impact aussi sur social. Quand on réfléchit aux enfants, comment on doit réfléchir les villes taïwanaises là-dessus. Alors, je vous ai sélectionné cet article à lire si vous lisez le mandarin, mais c'est parce que ça fait partie d'un dossier spécial pour savoir quand est-ce que Taïwan aura le plus grand musée national du futur pour les enfants. L'ambition des auteurs des différents articles, c'est de promouvoir la programmation architecturale en réfléchissant à l'aménagement spatial actuel et se demander si il est adapté aux enfants taïwanais d'aujourd'hui. La réponse est quand même globalement plutôt non quand on lit les articles. Et en fait, ensuite, de réfléchir les questions de mécanismes de promotion. Comment faire si on avait un espace comme un musée dédié aux enfants et qui se pose des questions sur la manière d'aménager les villes dans le futur, et bien comment faire un lieu accueillant et inclusif pour les enfants pour porter toutes ces réflexions. Alors je vous invite à aller là-dessus, on ne peut pas rentrer dans le détail parce que c'est trop profond, mais en tout cas les différentes pistes d'évolution et de questionnement qui sont faits sur la place des enfants dans l'architecture taïwanaise eh bien, se reflètent finalement assez bien ce qu'est la société aujourd'hui et donc c'est très instructif. Les villes australiennes écologiques et agréables à vivre, musées, galeries d'art ou encore bibliothèques. Le magazine Théamag ce mois-ci s'intéresse à ce qui fait les villes à l'étranger. Et donc là, le zoom est porté cette fois-ci sur l'Australie. Alors, c'est intéressant de s'intéresser à l'Australie quand on est à Taïwan, puisqu'on a certaines problématiques communes, on va dire, face au changement climatique extrême. Et l'intérêt pour Théamag, c'est de faire un petit peu un focus sur comment les pays à travers le monde sont passés d'une simple réduction des émissions de carbone à des stratégies d'adaptation plus proactives. Les Pays-Bas sont cités dans la préface, dans le préambule, et le mot des directeurs de publication. Ils se posent des questions sur la gestion des inondations en eau. Ils posent aussi
des questions sur Singapour, comment Singapour pourrait influencer la réflexion sur l'architecture taïwanaise à travers ses infrastructures très, très emblématiques et aussi la transformation d'un système de drainage en aménagement paysager, des choses qui pourraient être intégrées peut-être à Taïwan. Et là, l'Australie est bien confrontée à de multiples menaces climatiques, les vagues de chaleur extrêmes, la sécheresse, les feux de brousse, les inondations, la montée du niveau de la mer, et qu'en 2025, le gouvernement australien a publié sa première évaluation nationale des risques climatiques, indiquant clairement que sans mesures concrètes, il y aurait 1,5 million de personnes qui vivant dans des zones côtières qui seraient menacées par la montée du niveau de la mer, par exemple. Et bien, toutes ces réflexions qui viennent de l'étranger, Taïwan, en tout cas TMAC, s'en sert pour essayer de nourrir un petit peu les réflexions qui peuvent se faire à Taïwan, puisque Taïwan est confronté à un problème complexe: température, humidité élevée, îlots de chaleur urbains, fortes pluies de courte durée, du relief accidenté, des zones urbaines denses. C'est comme ça qu'on peut décrire un petit peu le climat taïwanais, le paysage, la géographie et le contexte dans lequel les villes doivent se développer. Et donc TMAC appelle à une recherche de stratégies efficaces à adopter avec une approche hybride entre des exigences en matière de construction durable, des normes d'efficacité énergétique, et aussi comment on intègre ça dans l'aménagement urbain et les infrastructures pour prendre en compte l'espace, pour l'ingénierie, le paysage, les usages sociaux, et mettre en œuvre des stratégies de rafraîchissement et de gestion des eaux pluviales. C'est très intéressant de prendre des exemples étrangers pour s'inspirer et pour essayer de construire ce qui se fait dans son propre pays, donc je vous invite à jeter un œil. Très rapidement, une autre référence de l'architecture taïwanaise, là c'est Taiwan Architects, revue aussi très très feuilletée, parce que généralement ils font passer un petit peu en revue tous les différents projets qui se font à Taïwan. Ça permet de voir que Taïwan est très dynamique en termes de construction et de recherche architecturale, ça va vite, il y a beaucoup de choses qui se font. Et là il y a un article qui se pose des questions sur comment on collabore avec l'intelligence artificielle, observation et transformation de la pratique architecturale. Et donc là, voilà, c'est une réflexion qui touche tous les milieux dans le monde entier. Tous les milieux professionnels sont confrontés à l'utilisation de l'intelligence artificielle comme un nouvel outil, une menace ou un outil, ça dépend. La gestion qu'on peut en avoir et la compétitivité qu'on accorde à l'intelligence artificielle. Et bien là, l'article part du principe que ça simplifie la génération de textes, d'images, et que les architectes donc, doivent préserver une certaine signification des espaces dans un monde qui est en évolution, et doivent essayer de chercher des problèmes, à les définir ces problèmes, en faisant des compromis, en intégrant différentes valeurs. Si on veut utiliser l'IA, donc si on peut lire de manière un petit peu plus française, on va dire ce que veulent dire les architectes, c'est qu'en gros, utiliser l'IA, c'est un nouvel outil, un nouvel environnement de conception, et qu'il ne faut pas oublier quand même un regard sur l'histoire du développement architectural. Parce qu'effectivement, les architectes sont souvent les premiers à vouloir utiliser des nouvelles technologies, des nouveaux matériaux. C'est difficile d'interdire à un architecte d'utiliser certains matériaux, parce que ça peut avoir des principes constructifs extrêmement intéressants et meilleurs que d'autres, peut-être plus durables, si on va préférer le bois au béton, mais le béton a aussi son utilité. Et puis il y a tout un tas de réflexions comme ça à avoir. Et dans les outils, c'est pareil. Aujourd'hui, les architectes taïwanais, comme ailleurs dans le monde, voient l'émergence fulgurante de l'intelligence artificielle. Et donc, là, Taiwan Architects essaye de réfléchir un petit peu à ce que ça va changer, et donc dresse plusieurs exemples de manières de travailler, de conception de ce que l'IA peut amener en termes de principes constructifs et de réalisation architecturale. Et c'est très intéressant d'avoir un petit peu ce regard de professionnel sur ces nouvelles technologies qui arrivent à vitesse grand V et qui bouleversent clairement nos sociétés. On va parler d'un article que j'évoque très rapidement puisqu'on en a beaucoup parlé dans l'émission. Quand ce calvaire pour les piétons prendra-t-il fin? Analyse des politiques de circulation réactives et fragmentaires de Taïwan. Alors, le terme est un petit peu compliqué, mais c'est Future City, un magazine en ligne qui est lié à Commonwealth et qui est dédié à des réflexions sur le futur et les évolutions de la ville. Et donc l'article a été soumis et traduit et publié sur aussi CNA Singapour. En gros, la question part toujours du même principe, c'est qu'à Taïwan, à la sortie des classes par exemple, il y avait eu un grave accident l'an dernier. Et donc, ça avait remis en cause la question de la sécurité urbaine pour les piétons, un sujet qui revient très en avant. Et la question de la sécurité des piétons, c'est pas un phénomène récent. Il y a eu plusieurs reportages là-dessus, même de médias étrangers. Je crois que c'était en décembre en 2022, cite l'article. Un reportage CNN avait été intitulé « L'enfer des piétons ».
Clairement, ça donne un petit peu le ton sur la situation des piétons. Il y a eu plusieurs drames qui ont frappé, des accidents de piétons qui ont été écrasés à des carrefours, sur des passages piétons alors qu'ils traversaient au feu vert, ce genre de choses. Et donc, sur la scène internationale, eh bien, l'article revient sur ce fait que Taïwan brille par son absence d'initiative en matière de sécurité routière. Pour un pays développé comme Taïwan, c'est un petit peu le mauvais élève des pays développés, et que Taïwan ne participe pas assez à des dialogues, il n'y a pas assez de débats politiques de haut niveau sur la mise en œuvre de réformes concrètes au sein des villes. Les solutions souvent appliquées sont mauvaises, et que ça ne met pas ça ne défend pas suffisamment les groupes vulnérables, et que les politiques et les pratiques officielles de Taïwan sont trop figées dans le temps. Donc c'est un article quand même qu'on peut dire qui balance sur la situation à Taïwan. Et donc je vous invite à aller le lire, parce que ça critique et ça tape fort en tout cas. Et ça fait un petit peu un beau panorama, ça dresse un petit peu en revue ce qui se fait au niveau de la sécurité des piétons à Taïwan. Autre article du même magazine, très très intéressant, ça mériterait une enquête aussi plus approfondie. Un couple taïwano-japonais dénonce le marché noir de la location immobilière. Les propriétaires à Taïwan ont trop de pouvoir. Voilà comment, c'est la première partie de l'article que je vous mets. C'est un article très 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 fort, un petit peu un coup de gueule de cet article-ci, là aussi, qui attaque un petit peu fort. Des locataires se sont un petit peu énervés de voir, par exemple, dans le récit au début de l'article, qu'un propriétaire s'est permis de rentrer, de faire irruption chez son locataire, en insistant, en lui demandant d'ouvrir la porte, d'avoir crié, etc. Et d'avoir retourné tout un logement, le logement d'un couple. Et le logement avait appelé la police et ont quitté les lieux le soir même. Et ça fait issue à une opposition. Alors c'est très compliqué, opposition entre propriétaires et locataires. Quand les locataires ont des difficultés de paiement, forcément, bien évidemment, le propriétaire est, lui, du coup, en difficulté à son tour. Mais là, l'article critique justement la puissance des propriétaires, les droits qu'ont les propriétaires qui sont très nombreux, et le prix aussi, les questions de prix qui sont très élevées, et le couple, la manière dont les propriétaires peuvent aussi forcer certains locataires à accepter d'augmenter les loyers, ce genre de choses. En tout cas, il y a beaucoup de points qui reviennent sur les difficultés dans le marché locatif pour des locataires, notamment des locataires en difficulté. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un couple taïwanais et japonais qui sont à l'initiative un petit peu du coup de gueule, et qui est présenté dans l'article. Et donc il y a deux oppositions, deux mondes qui s'opposent, le monde du logement locatif à Taïwan et le monde du logement locatif au Japon. Ou au Japon, le cadre est peut-être un peu plus précis, mieux structuré, en tout cas c'est comme ça que c'est présenté, et que les locataires étaient très surpris du pouvoir qu'avait le propriétaire. Très rapidement pour terminer, sur le Facebook de Radio Taïwan International en français, quelques mots sur le pont de Danjiang, qui n'est pas encore ouvert et qu'une polémique est déjà partout sur les réseaux sociaux et les forums, la largeur de la voie dédiée aux scooters. Le pont est censé être une merveille, quelque chose de fabuleux qui va relier Bali et Danshui sur la rivière éponyme. Et le problème, c'est que ces lieux très touristiques, appréciés des Taïwanais, notamment les week-ends, des habitants de Taipei qui vont profiter, eh bien, ce grand pont, sublime soit-il, a oublié d'intégrer quelque chose de très important à Taïwan, la place dédiée aux scooters. Ça paraît fou, ça paraît complètement fou d'oublier un tel élément central dans l'architecture taïwanaise. Mais non, voilà, effectivement, les gens, il y a des photomontages très amusants où vous avez des personnages installés le long de la route pour montrer qu'un corps humain allongé fait l'essentiel de la route, et que pourtant à Taïwan, énormément de personnes se déplacent en scooter, et que c'est presque un oubli et presque une erreur de conception d'avoir oublié la capitale, et qu'il y a des grosses critiques là-dessus. Je trouve ça très intéressant quand même de voir à quel point des millions peuvent être investis pour construire un édifice, une infrastructure majeure, un ouvrage d'art comme on dit quand on parle de pont, et de négliger un détail aussi important soit-il, qui est finalement la place dédiée aux usages respectifs les uns des autres. Surtout, d'oublier un élément comme celui-ci, c'est presque, on a presque envie de dire que c'est une faute grave, et que ça mériterait presque
certains licenciements en interne si des responsabilités sont étudiées. En tout cas, je rigole, mais la question est très très sérieuse au point d'enflammer les réseaux sociaux. Nous arrivons au terme de cette émission, c'était Clément Tricot. Je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts de la ville en pratique et de d'autres revues de presse. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien.